Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons aujourd'hui continuer notre grande thématique sur les dynamiques géographiques de l'Asie du Sud et de l'Est. On va passer à la leçon numéro 2, justement qui s'intitule l'Asie du Sud et de l'Est, les défis de la population et de la croissance. On a commencé par donc une étude de cas en leçon numéro 1 sur Mumbai. N'oubliez pas qu'il y aura une leçon numéro 3 qui sera une comparaison Chine-Japon, une leçon relativement rapide. Alors cette leçon numéro 2 est-elle un petit peu plus importante? C'est pour cela que j'ai décidé de la couper en deux. Donc on va faire aujourd'hui le grand 1 et une partie du grand 2, et puis la prochaine fois je vous enverrai grand 2, grand 3. On va commencer tout de suite en introduisant cette leçon en rappelant que cette zone ici que je vous montre à l'écran, c'est-à-dire l'Asie du Sud et de l'Est, vous le voyez, elle représente plus de 4 milliards d'habitants, c'est-à-dire plus de la moitié de l'humanité. Donc il y a parmi cette Asie du Sud-Est deux géants démographiques, vous les connaissez, l'Inde et la Chine, qui comptent environ toutes les deux 1,3 milliard d'habitants. Et puis c'est une zone, cette Asie du Sud et de l'Est, qui connaît une forte croissance économique, qui a bien accroché au wagon de la mondialisation. Vous le savez, elle fabrique une partie des produits que vous utilisez quotidiennement. Et il faut tout de même souligner que malgré cette grande intégration à la mondialisation, elle est toujours confrontée à des défis importants. Alors vous le verrez, il y a un défi démographique, et puis il y a aussi certaines faiblesses structurelles. Par exemple, tous les pays, tous les États de cette zone ont une grosse dépendance énergétique. Ils ont assez peu de ressources, vous le verrez. Et puis aussi, c'est une zone qui est marquée par de graves atteintes environnementales. Bref, on va se poser la question tout simplement de la relation entre population et croissance économique sur ce continent qui est le plus peuplé de la planète, donc cette partie du continent Asie du Sud et de l'Est, et donc à quels défis liés à la population et à la croissance ces territoires doivent-ils faire face aujourd'hui. Je vous propose de passer tout de suite au grand 1, plus de la moitié de l'humanité. Petit 1, un continent fortement mais inégalement peuplé. Donc, on l'a dit en introduction, l'Asie du Sud et de l'Est constitue le principal foyer de peuplement de la planète, puisque, je le rappelle, il y a 4 milliards d'habitants dans la zone sur environ 17% des terres émergées. Donc vous allez avoir une densité moyenne qui est très élevée, en fait qui est le triple de la moyenne mondiale, c'est-à-dire environ 170 habitants par kilomètre carré. Alors on voit ici qu'il y a des zones qui sont très densément peuplées, on les voit bien sur cette carte. Alors on peut citer par exemple l'île de Java, ici, vous avez les Philippines bien sûr, vous avez le littoral est chinois, vous avez évidemment ici là où vous allez avoir la mégalopole japonaise. Bref, vous allez avoir des zones où la concentration humaine est très importante, et d'une manière générale, l'ensemble de ces pays asiatiques a connu une forte croissance démographique lors des dernières décennies. Et on a des pays qui ont par exemple vu leur population multipliée par 3 en 40 ans, donc notamment l'Inde, mais également j'en ai parlé les Philippines, le Bangladesh, etc. Alors en fait cette aire continentale, elle est très inégalement peuplée, puisque, on vient de le dire, il y a des zones où la concentration humaine est très forte, mais vous allez avoir également, derrière par exemple les deux géants démographiques, derrière ces pays qui comptent plus de 100 millions d'habitants comme l'Indonésie, le Japon, les Philippines, vous allez avoir des zones qui sont extrêmement peu peuplées. Je les fais apparaître à l'écran. Vous avez par exemple la Mongolie. La Mongolie avec une très faible densité, puisque vous avez en général 1 à 2 habitants par kilomètre carré. Donc c'est l'une des densités les plus faibles au monde, avec par exemple celle que l'on a vue au Sahara. Vous avez également ici le Népal, très faiblement peuplé, le désert du Thar. Vous avez les hauts plateaux tibétains. Bref, comme vous le voyez sur cette carte, on a finalement un continent qui est assez inégalement peuplé. Oui, vous allez avoir une concentration humaine qui est très forte, de forte densité de population, mais vous allez avoir dans le même temps des déserts humains, c'est-à-dire des zones où il y a extrêmement peu d'habitants par kilomètre carré. Donc, on le voit très bien sur cette carte, cette Asie du Sud et de l'Est est assez inégalement peuplée. On peut passer maintenant au petit 2, une urbanisation massive et rapide. Alors on va pouvoir passer à notre petit 2 qui s'intitule une urbanisation massive et rapide, et vous pouvez regarder la vidéo qui suit pour mieux comprendre ce petit 2. C'est la photo traditionnelle quand on arrive à Shanghai. Un souvenir devant le compteur de vitesse du Maglev, le train qui relie l'aéroport à la ville. Une pointe à 431 km/h, record mondial. Shanghai donne le ton d'entrée. Ici, tout va plus vite qu'ailleurs. Shanghai, capitale de la démesure. 19 millions d'habitants, 120 nouveaux gratte-ciel chaque année et le plus long métro du monde. Un rythme effréné qui donne le tournis même aux Shanghaïens. À 55 ans, Rui Wen s'offre parfois une promenade dans son ancien quartier où elle a perdu tous ses repères.
Cette photo a été prise en 2002. Ici, il y avait un champ de colza avec plein de fleurs, et ici ma maison. En 2002, le gouvernement nous a fait déménager pour construire tous ces grands immeubles. Wei Wen a toujours vécu ici, dans le district de Lujiazui. Lujiazui, c'est désormais le centre financier de la ville, la fierté des Shanghaïens. On surnomme le quartier le Manhattan chinois, sauf qu'ici les gratte-ciel sont bien plus hauts qu'à New York. Difficile d'imaginer qu'il y a 20 ans seulement, Lujiazui ressemblait à ça. Des champs, des entrepôts, un port de pêche et une population très pauvre. Wei Wen a beaucoup de souvenirs, mais aucun regret. On utilisait l'eau de la rivière voisine, elle n'était bien sûr pas potable. Il n'y avait pas de toilettes. Pour la nourriture, on utilisait les produits des fermes des environs. 20 ans plus tard, il y a tous ces immeubles. Cet endroit est devenu la zone la plus fantastique, le plus beau quartier du district. 20 ans exactement, car le destin de Shanghai bascule en 1990, quand le gouvernement chinois décide d'en faire sa capitale économique. En quelques années, une nouvelle ville sort de terre. Hanoï n'en finit plus de compter ses nouveaux habitants. Ils sont des dizaines de milliers à s'installer dans la capitale vietnamienne chaque année. Selon un chiffre officiel, il serait environ 230 000 par an à travers le pays à quitter leur campagne pour les grandes villes. La vie à la campagne est trop dure. On ne peut pas gagner beaucoup d'argent alors même qu'on doit travailler dur dans les champs. Pourtant, la ville est loin d'être de tout repos pour Moon. En plus d'être électricien, il travaille dans le restaurant de sa femme. La famille gagne environ 600 $ par mois, ce qui paye le loyer et l'école des 2 enfants. Mais pour la plupart des nouveaux venus, direction les chantiers ou les usines. Les migrants contribuent à la croissance urbaine et économique, aux zones industrielles du pays parce que leur force de travail est abondante, jeune et énergique. Près d'un quart des 90 millions de Vietnamiens habitent en ville. La population des 2 plus grandes métropoles, Hanoï et Ho Chi Minh Ville, a presque quadruplé depuis les années 80. Un flot de main-d'œuvre qui permet de doper les exportations et la croissance. Il n'y a pas de limite, pas de frontière entre les villes principales et la campagne, donc la migration est quelque chose d'absolument normal. Une tendance qui n'est pas sans conséquences. Embouteillage, administration débordée, problèmes d'alimentation en eau. Les infrastructures ont de plus en plus de mal à suivre le rythme. Donc d'abord, première flèche, on rappelle que l'Asie, en fait, l'Asie du Sud-Est, est rentrée dans ce qu'on appelle une transition urbaine. Alors c'est peut-être un mot que vous ne connaissez pas, mais finalement c'est lorsqu'un pays passe d'un pays anciennement rural à un pays qui va compter désormais une population qui est majoritairement urbaine. Donc il rentre dans ce qu'on appelle une transition urbaine, c'est-à-dire que le nombre de ruraux baisse et le nombre d'urbains augmente. Donc vous allez avoir majoritairement des pays qui vont avoir des citadins, des gens qui habitent en ville. Alors globalement, aujourd'hui, vous avez un taux moyen d'urbanisation du continent qui est de 43%. Et vous avez surtout un rattrapage rapide qui se fait depuis environ 2 décennies. Alors notamment, le symbole de cela, c'est la Chine. La Chine, qui il y a encore quelques années, était un pays majoritairement rural. Vous l'avez vu avec moi en histoire, avec notamment la Chine de Mao, la Chine de ensuite Deng Xiaoping, qui met un petit peu de temps à s'urbaniser. Et puis, vous le savez, depuis quelques décennies, eh bien, il y a une véritable transformation. Et aujourd'hui, la Chine, et notamment depuis 2011, est devenue un pays urbain. Et elle rejoint dans ce clan des pays urbains, notamment le Japon et la Corée du Sud, qui, eux, ont un taux d'urbanisation important depuis déjà pas mal de temps. Alors, par contre, il reste des pays qui sont encore majoritairement ruraux et donc en général en difficulté, comme par exemple le Népal, le Cambodge. Vous pouvez également voir la situation particulière de l'Inde, qui est en véritable transition urbaine, mais lorsqu'on regarde en fait le pourcentage de population urbaine, on est toujours en dessous des 40%. Donc il faut nuancer tout cela, mais expliquer que en fait, dans la majorité de ces pays d'Asie du Sud-Est, il y a un vrai mouvement qui se fait vers les villes, d'où l'expression transition urbaine. Mais il y a tellement de monde dans cette zone, tellement d'habitants, que le nombre d'urbains est en fait gigantesque. La population urbaine, et c'est notre seconde flèche totale de l'Asie du Sud-Est, c'est environ 2 milliards d'individus, soit 46% des urbains dans le monde. 760 millions d'urbains en Chine, 410 millions d'urbains en Inde, donc évidemment les chiffres sont très importants, mais il faut les ramener évidemment au nombre de populations totales. Et chaque année, et ça par contre ce chiffre-là, retenez-le bien, chaque année on a environ
40 millions d'urbains en plus dans cette zone de l'Asie du Sud-Est. Donc, et ça c'est assez logique, et bien sur les 32 plus grosses mégapoles mondiales, c'est-à-dire les villes de plus de 10 millions d'habitants, 17 se trouvent dans cette zone. 17 se trouvent dans l'Asie du Sud et de l'Est. Donc vous allez avoir des villes que vous connaissez bien, comme Tokyo, comme Shanghai, comme Mumbai évidemment, comme Delhi, comme Beijing, c'est-à-dire Pékin. Et puis une un peu plus tristement célèbre dans le contexte actuel, vous la voyez ici, c'est Wuhan. Donc de cette ville, vous le savez, est parti le virus actuel, le coronavirus. Et aujourd'hui, l'agglomération de Wuhan, depuis cette carte, vous voyez, qui date de environ fin des années 2010, et bien aujourd'hui, l'agglomération de Wuhan, c'est 11 millions d'habitants. Donc c'est-à-dire que c'est une ville qui est supérieure à Londres en termes d'agglomération actuellement. Donc oui, bien, il faut bien vous représenter ces chiffres-là. C'est une ville que vous ne connaissiez peut-être pas avant toute cette crise liée au Covid. Mais en fait, vous avez en Chine un certain nombre comme cela de mégapoles et donc de métropoles d'agglomération très importantes qui comptent parfois plus de 10 millions d'habitants, qui ne sont pas forcément connus pour vous. Mais en tout, sur les 533 villes de plus d'1 million d'habitants sur la planète, eh bien vous en avez déjà 100 qui sont situés en Chine, 54 en Inde. Donc vous voyez, le nombre d'urbains de cette zone est véritablement très important et c'est un continent qui continue à avoir des villes qui explosent puisque c'est un continent qui est en pleine transition urbaine, je le rappelle. On peut passer à notre petit 3 qui va parler des grands défis démographiques et je vous propose de commencer par une vidéo pour vous présenter ces défis démographiques qu'on va étudier pour terminer ce grand 1. Ils sont de plus en plus nombreux à s'entasser chaque année dans ce bidonville près de la capitale Oulan-Bator. Ces nomades mongols vivaient de l'élevage du bétail, ils ont été chassés des steppes par la pauvreté et les hivers difficiles. Mais la vie n'est pas toujours simple dans ce quartier, également appelé le Ger District. Parfois, on n'a rien à manger pendant 1 ou 2 jours. Certains jours, on rate un repas pour pouvoir économiser de la nourriture et manger le lendemain. Comme ça, on ne passe pas 2 jours sans manger. Environ 1 million de Mongols vivent de l'élevage sur une population de 3 millions au total. Mais avec le changement climatique, les hivers sont de plus en plus rudes et les bêtes ne survivent pas. Alors les nomades se sédentarisent malgré les interdictions du gouvernement et le manque d'infrastructures basiques. À la périphérie du Ger District, il y a des endroits où il est illégal de s'installer. On ne peut pas y vivre. Alors certains habitent dans des zones illégales. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'infrastructure, pas de transport, pas d'électricité et pas d'accès à l'eau. Nous sommes au début des années 80. Oui, c'est le certificat d'enfant unique. L'Occident découvre la nouvelle politique de restriction des naissances en Chine, enseignée dans les usines et placardée au mur. Dans sa durée et dans sa brutalité, j'ai envie de dire, c'est... Pour l'instant, et j'espère que ça va rester quelque chose d'unique. Car les petites filles font déjà les frais de cette politique. La presse de Pékin cite des exemples atroces. Étouffement volontaire, manque de soins volontaires et pire encore, on a trouvé des petites filles noyées dans les cuvettes des toilettes. Mao avait pourtant répété aux Chinois « reproduisez-vous ». Il pense que la force de la Chine, c'est le nombre. 700 millions de Chinois. En 66, ils étaient 700 millions, comme le chantait Dutronc. 10 ans plus tard, à la mort de Mao, ils sont près d'1 milliard. Deng Xiaoping, le nouveau leader, lance alors un nouveau mot d'ordre. Enrichissez-vous. Et il pense que c'est absolument nécessaire pour se faire de contrôler les naissances. Si Mao n'avait pas été aussi pro-nataliste pendant 20 ans, on n'aurait pas eu besoin d'avoir cette politique-là et de casser cet élan. La loi de l'enfant unique entre en vigueur en 1980. Les couples récalcitrants s'exposent au pire à des avortements et des stérilisations forcées, au mieux à des amendes. 1980, c'est également l'année de naissance de Liang. 8 ans plus tard, ses parents lui offrent une petite sœur. Et du coup, ils ont dû payer pas mal pour avoir une faveur, avoir un deuxième enfant. Jusqu'à l'arrivée de sa petite sœur, Liang faisait partie de cette génération dite des petits empereurs, choyés comme les joyaux du royaume communiste. Mais en fait, dans notre génération, je dis l'année 80, 81, 83, en fait, nous sommes
Pas encore aussi gâté, parce qu'à l'époque, c'était très pauvre, la Chine. Depuis 2 ans, la politique de l'enfant unique s'assouplit progressivement. Mais dans cette Chine enrichie, elle est comme entrer dans les mœurs. Vous avez beaucoup de couples aujourd'hui qui n'ont pas envie d'avoir plus qu'un enfant, voire pas d'enfant du tout. Et dans cette Chine vieillissante et en manque d'épouses, pas facile pour beaucoup d'hommes de s'y retrouver. Il ne les fait pas, mais Shigeaki Inohara a 97 ans. Il ne consomme qu'un repas par jour et trouve parfaitement inutile de dormir plus de 5 heures par nuit. J'ai travaillé jusqu'à 2h30 du matin. Je suis frais, je suis dispo. Shigeaki Inohara est une célébrité au Japon. Dans ce pays où l'on vénère le grand âge et la santé, il exerce comme cardiologue depuis près de 70 ans. 82 ans. C'est l'espérance de vie au Japon et c'est un record mondial. On compte 30 000 centenaires dans le pays. Un habitant sur 5 a plus de 65 ans. En tout, 8 millions de baby-boomers japonais doivent prendre aujourd'hui leur retraite. Le problème, c'est que la population ne se renouvelle pas. Les Japonais ne font pas d'enfants, ou si peu, 1,32 par femme. C'est un des taux les plus faibles du monde. Le pays perd 1 million d'habitants par an depuis 3 ans. D'où la question, qui va payer les retraites ? Comme vous le savez tous très bien, chers téléspectateurs, dans notre système de retraite, c'est la génération de population active actuelle qui soutient la génération des personnes âgées. Cela signifie que les cotisations payées par la population active des plus jeunes sont versées à des personnes âgées. Prenons le cas banal de la retraite d'un travailleur salarié. En 1977, il y a 30 ans, il fallait 19 travailleurs pour soutenir une personne âgée. 6 ans après, en 1983, à cause du vieillissement de la population, 12 personnes seulement soutenaient une personne âgée. En 1996, en plein marasme, cela a encore diminué. Ce sont 5 personnes qui devaient soutenir une personne âgée. En 2004, il fallait 3 travailleurs pour soutenir une personne âgée. Enfin, en 2033, on prévoit que 2 travailleurs devront soutenir une personne âgée. De plus en plus de retraités, de moins en moins d'actifs. Voilà donc la réalité du système des retraites au Japon. Nous demandons aux entreprises de garder leurs employés jusqu'à l'âge de 70 ans. Donc grâce à cette vidéo, on va pouvoir relever 3 grands défis démographiques. Le premier, c'est la pauvreté urbaine. Donc finalement, on n'a pas beaucoup à rajouter de choses par rapport à ce que vous avez vu sur l'étude de cas avec Mumbai, puisque la pauvreté urbaine, c'est un véritable fléau dans cette Asie du Sud et de l'Est. On le voit ici, elle est en augmentation pour ce continent. Et c'est lié, vous le savez, vous venez de le voir avec moi dans la partie précédente, à une transition urbaine qui est véritable et qui est de plus en plus forte. On estime qu'il y a environ 700 millions d'urbains asiatiques qui vivent dans les bidonvilles. Et évidemment, là, vous pouvez citer l'exemple de Dharavi, qui est le plus gros bidonville d'Asie, vous le savez, qui est situé à Mumbai. Seconde flèche, et c'est quelque chose peut-être que vous connaissez, le défi du vieillissement. C'est ce qu'on appelle le choc argenté, lié à la couleur des cheveux. Et c'est un véritable problème pour l'Asie du Sud-Est puisque ce vieillissement va obliger à financer de plus en plus de retraites, mais va aussi, et c'est important pour cette zone particulièrement, raréfier la main-d'œuvre. Vous le savez, la croissance économique du continent est basée notamment sur une main-d'œuvre qui est performante, qui est plutôt bon marché. Et puis pour le cas du Japon, on va en reparler juste après, sur le dynamisme aussi. Or, lorsque vous avez une population qui vieillit, ce dynamisme et cette main-d'œuvre réputée dans le monde entier peuvent évidemment être en difficulté. Alors, comment on explique tout cela ? Il y a 2 raisons. D'abord, la première chose, c'est l'allongement de l'espérance de vie dans la zone. Grâce au progrès de la médecine, au progrès sanitaire, évidemment grâce au développement des différents pays, vous avez une espérance de vie qui s'allonge. Mais vous avez aussi, et ça c'est important, une baisse de la fécondité qui se vérifie pas seulement au Japon, c'est un pays qu'on va prendre comme exemple juste après, mais un petit peu partout. Regardez, entre les années 90 et 2010, on voit que l'indice de fécondité a baissé quasiment dans tous les pays et de manière importante. Et évidemment, la part des 65 ans avec l'allongement de l'espérance de vie,
elle, continue d'augmenter. Alors, le meilleur exemple, je vous en ai parlé, c'est le Japon. Vous voyez aujourd'hui clairement qu'il y a un problème démographique qui peut même menacer le dynamisme du pays. Pourquoi ? Ils ont un indice de fécondité qui est extrêmement faible, seulement 1,3 enfants par femme. Mais ils ont une part des personnes de plus de 65 ans extrêmement forte. Plus de 30% de la population au Japon a au-dessus de 65 ans. Donc évidemment, là, il y a un véritable problème de financement des retraites. Et évidemment, on a même un pays qui est en décroissance démographique, c'est-à-dire qui pourrait, d'ici 2030, 2040, voire même 2050, perdre jusqu'à 30% de sa population. Donc un problème de vieillissement, un problème lié aux retraites évidemment. Et ce problème, vous le voyez, non seulement les projections de l'ONU l'envisagent pour le Japon, et en fait c'est déjà actuellement un problème, mais on l'envisage aussi pour les voisins, la Corée du Sud, la Chine, qui elle aussi prend ce mouvement-là. Alors la Chine a une difficulté en plus, c'est que, vous le savez, elle a mis en place une politique de l'enfant unique à partir des années 70. Alors à la base, il y avait une très très forte natalité en Chine qui avait commencé à baisser, mais on a lancé une politique de l'enfant unique notamment pour résoudre tous les problèmes de famine. Alors ce programme politique extrêmement strict a aujourd'hui des conséquences terribles sur la population. Alors on va voir là ici des campagnes d'affichage qui, vous le voyez, mettaient en valeur le fait d'avoir un seul enfant. Et en Chine, cette politique a été mise en place et seulement abandonnée depuis officiellement 2015. Alors, dans d'autres pays voisins, on a des politiques similaires qui ont été mises en place, par exemple au Vietnam, en Inde. Donc là, vous avez aussi une explication de la baisse de la fécondité de la zone. Mais, et c'est notre troisième flèche, vous avez une difficulté qui vient s'ajouter, c'est qu'il y a aujourd'hui un défi qui est lié au déséquilibre des sexes. Pourquoi ? Eh bien, dans cette Asie du Sud et de l'Est, vous avez un déficit du nombre de femmes. Il manque environ 100 millions de femmes sur le continent. Surtout en Inde, il y a 109 garçons environ pour 100 filles. Et en Chine, encore plus grosse proportion, il y a 124 garçons pour 100 filles. Alors, ça s'explique essentiellement, c'est assez triste à expliquer, mais pour des raisons socio-culturelles. Alors pourquoi ? Eh bien parce qu'avec cette politique de l'enfant unique, les familles préféraient parfois avoir un garçon. Et donc vous avez eu des avortements sélectifs, c'est-à-dire lorsque on savait que c'était une fille, eh ben on préférait avorter et avoir un garçon, quitte à avoir un enfant unique. Eh bien à l'époque, dans les mentalités qu'il pouvait y avoir dans les années 70, dans les années 80, il valait mieux avoir un garçon, pour différentes raisons qui sont expliquées dans le cours, vous les avez. Et évidemment, ça peut expliquer malheureusement aussi une certaine surmortalité féminine, puisque vous avez eu parfois même, dans les situations les plus extrêmes, des mauvais traitements, des infanticides, lorsque c'était des petites filles qui venaient au monde. Donc bon, là c'est évidemment une situation assez triste, mais par contre dans le concret, ça a une véritable conséquence sur le déséquilibre des sexes. C'est un phénomène qui est en fait grave, mais surtout unique dans le monde, puisqu'on ne trouve ce phénomène que dans l'Asie du Sud et de l'Est, et ça menace aujourd'hui l'avenir démographique du continent. On peut passer maintenant à notre grand 2, des territoires marqués par la croissance économique et petit 1, un espace de croissance. Alors grâce à ce petit 1, un espace de croissance, on va véritablement expliquer la façon dont ce continent s'est développé, comment cette terre continentale de l'Asie du Sud et de l'Est s'est développée économiquement, puisque aujourd'hui vous savez qu'elle représente 30% du PIB mondial. D'abord, et c'est la première flèche, on va montrer que c'est lié à des politiques volontaristes, c'est-à-dire qu'il y a différents États qui ont mis en place de véritables politiques de développement économique. Le premier à l'avoir fait, c'est le Japon, avec notamment ce qu'on a appelé l'ère Meiji, du nom de cet empereur ici, qui a lancé véritablement une politique de développement économique calquée sur ce qui se fait à l'époque en Occident, c'est-à-dire notamment fin 19e, début 20e. Et donc vous le savez, à cette époque-là, l'Europe de l'Ouest comme les États-Unis connaissent une révolution industrielle très importante. Et donc cet empereur japonais veut copier les méthodes, copier les procédés et la façon de faire des Occidentaux. D'ailleurs, il va beaucoup demander conseil aux États-Unis, mais également au Royaume-Uni. Et dans le film Le Dernier Samouraï que vous avez ici, je vais vous mettre un extrait juste après si YouTube accepte que je le partage. Vous allez voir très bien la façon dont l'empereur tente de passer d'un Japon traditionnel, avec les samouraïs justement, à un Japon développé économiquement. Et vous allez voir qu'il demande l'appui de conseillers venus de l'Occident, notamment des États-Unis. Regardez un petit peu cet extrait. Mettez-vous en ligne de combat sur moi! Mettez-vous en position!
Alors que voulez-vous? Connaître mon ennemi. J'ai vu ce que vous faites à vos ennemis. Mais qu'est-ce que vous me voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Voilà, j'espère que vous avez pu voir cet extrait. Alors si c'est le cas, vous comprenez mieux l'influence occidentale qui a permis au Japon de se moderniser. Alors certes, dans le film, on voit aussi que c'est aux dépens de certaines traditions, comme notamment les samouraïs. Mais vous comprenez bien aussi que le Japon va être une sorte de locomotive pour le continent. C'est-à-dire que c'est lui qui va amorcer un développement économique et vont suivre d'autres pays qui vont être dans son sillage. Alors on va l'expliquer notamment à travers ce qu'on appelle la stratégie du vol d'oie sauvage. Alors là, il faut s'accrocher un petit peu, ça peut paraître compliqué comme ça, mais si vous écoutez bien, normalement, vous devriez comprendre. En gros, le Japon s'est d'abord dans un premier temps spécialisé sur la production de certains objets, certains éléments qui ensuite se sont échangés, puis de plus en plus s'est spécialisé, donc à monter en gamme. C'est-à-dire vous allez avoir des produits de première, de seconde, de troisième génération, c'est-à-dire que le Japon s'est perfectionné au fur et à mesure des années. Mais surtout, et c'est ça qui a fait que le continent lui-même a décollé, ensuite les voisins ont suivi. Alors de quelle manière ? Je vous montre un exemple très concret. Exemple, le Japon se spécialise dans un premier temps dans le textile. Il est le seul, regardez, de la zone à produire cela. Puis, il va commencer à se spécialiser sur l'acier, qui demande un petit peu plus de perfectionnement, une main-d'œuvre un peu mieux formée. Et il va passer le textile à ses voisins, notamment les dragons asiatiques que l'on évoquera. À l'époque, vous verrez, la Corée du Sud notamment va très rapidement le suivre. Puis, il va se spécialiser dans l'électroménager. Il va alors passer l'acier à ses voisins, notamment là nos dragons, lesquels vont passer le textile au tigre. Puis, le Japon va se spécialiser dans l'audio, la vidéo. Donc, vous voyez, il se perfectionne à chaque fois de plus en plus. Et il va passer ce qu'il fabriquait précédemment à ses voisins. Et ainsi de suite. Et en fait, de cette manière-là, il va arriver à un niveau de perfectionnement qui a avancé. Vous savez aujourd'hui que le Japon est un pays qui est extrêmement développé économiquement, qui est très moderne, qui est très très fort dans tout ce qui est informatique, électronique. Et vous savez qu'il a passé au fur et à mesure, à chaque fois qu'il s'est spécialisé, eh bien, tout ce qu'il produisait par le passé a été passé justement à ses voisins. Donc, de ce fait-là, par cette stratégie du vol d'oie sauvage, vous le voyez, en se spécialisant de plus en plus sur un produit, puis en l'abandonnant et en le donnant à ses voisins, et ensuite en amorçant un nouveau développement basé sur des produits encore plus perfectionnés, aujourd'hui le Japon est arrivé extrêmement haut dans la fabrication de produits extrêmement précis et avec évidemment une main-d'œuvre de plus en plus qualifiée. Et donc regardez, aujourd'hui la conséquence elle est simple, c'est que le Japon qui a amorcé ce décollage, alors là on met à partir des années 1950 mais dès le début du XXe siècle, aujourd'hui c'est lui qui a l'IDH et le PIB par habitant le plus élevé, puis les dragons Corée du Sud, Hong Kong, Singapour, Taïwan qui ont suivi, puis les tigres Indonésie, Malaisie, Philippines, Thaïlande, puis Chine, Inde et enfin Vietnam, Cambodge et cela continue aujourd'hui. D'accord ? Donc en gros, concrètement, le Japon, à chaque fois en décollant, a amené à chaque fois d'autres États avec lui. Et évidemment, vous avez dans cette stratégie du vol d'oie sauvage, alors ça paraît étrange, hein, mais paraît-il que les oies volent de cette manière-là, c'est-à-dire par palier, par étage, eh bien vous avez eu ici un développement qui s'est fait progressivement, mais un développement continu de la zone. La seconde flèche, en gros, vous montre que ces stratégies de développement ont été efficaces,
puisque vous avez une zone qui s'est spécialisée dans la production, à bas coût, certes, mais qui de plus en plus, vous l'avez vu, a investi dans la haute technologie et qui n'a pas hésité parfois à délocaliser une partie de ses productions dans des pays avec une main-d'œuvre bon marché. Donc, vous avez un développement qui a été très conséquent et une véritable spirale de la croissance. Troisième flèche, et c'est pour conclure ce petit 1 et notre cours pour aujourd'hui, vous avez donc une zone qui s'est particulièrement bien insérée dans l'espace mondial. Alors, on peut le voir à travers différentes cartes. D'abord, vous le savez, cette zone Asie-Pacifique, Asie du Sud-Est et du Sud et de l'Est, elle participe grandement au commerce mondial. Elle est très très intégrée à la mondialisation. Si vous vous rappelez des différentes cartes que vous aviez à apprendre, notamment en début d'année, vous savez que souvent on avait tendance à tracer des flèches importantes de flux qui gagnaient l'Asie du Sud et de l'Est. Donc ça c'est important puisqu'elle est très intégrée dans la mondialisation. C'est également une zone qui a une forte capitalisation boursière avec des bourses importantes comme celle de Tokyo et de Shanghai qui s'affirment progressivement et qui ont un vrai poids dans la finance mondiale. Et puis, vous avez aussi des IDE qui gagnent de plus en plus la zone. Vous voyez, plus 16% entre 2009 et 2010 ici, donc les chiffres datent un petit peu. Mais aujourd'hui, ces IDE, on aurait pu également montrer une carte qui va dans l'autre sens, c'est-à-dire que cette partie de l'Asie du Sud et de l'Est investit également massivement aujourd'hui à l'étranger. Vous avez vu par exemple l'exemple de la Chine-Afrique dans la thématique précédente, c'est-à-dire des investissements, des capitaux qui viennent de l'Asie du Sud et de l'Est, notamment de la Chine, mais également on avait vu la Chine d'Afrique, donc de l'Inde, et qui investissent aujourd'hui à d'autres endroits sur la planète, notamment par exemple en Afrique. Voilà, j'espère que cette leçon est bien comprise. Donc vous voyez qu'on est vraiment en train de souligner les dynamiques démographiques, les dynamiques économiques du continent en voyant également les défauts et les défis. J'espère que tout ça est bien clair. N'hésitez pas si vous avez des questions, soyez bien réguliers aussi dans vos efforts. Et puis d'ici là, portez-vous bien, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.